Donc on va parler aujourd'hui de qu'est-ce que c'est de la programmation fonctionnelle globalement, en quoi ça peut être utile, et surtout on va essayer de voir une application un minimum pratique. Donc ça c'est mon slide de présentation, on s'en fout. Je travaille pour une boîte qui s'appelle Startree, on édite un logiciel qui s'appelle Pinot, qui était en incubateur dans Fondation Apache, qui est sorti de l'incubation, donc maintenant on est un projet officiel Fondation Apache. C'est une grosse base de données distribuée pour faire de l'analytique temps réel. Je fais ça dans du Kubernetes avec du Rust et du Kotlin au boulot, donc j'en fais toute la journée et je suis un programmeur fonctionnel, mais dans un monde de SRI. Et après je fais beaucoup trop de trucs. Enfin je faisais beaucoup trop de trucs avant, j'en fais encore beaucoup, mais pour beaucoup moins de récompenses finalement. Pas très utile, mais on ne se change pas. Alors, tout ce que je vais dire ici est soumis à une interprétation, c'est de la vulgarisation de la programmation fonctionnelle. C'est-à-dire déjà la programmation fonctionnelle, c'est très dur d'avoir une définition formelle. Si vous demandez selon les personnes, selon les backgrounds académiques, vous n'allez pas avoir la même réponse. Selon le type de langage avec lesquels vous allez discuter, vous n'allez pas avoir les mêmes réponses. Donc c'est vraiment une vulgarisation. S'il y a des choses que vous pensez que je dis qui sont fausses, ça peut être le cas. C'est pas volontaire, c'est juste que je vais faire vraiment de la vulgarisation pour rendre ça intelligible. Donc on va pas parler de termes scientifiques, on va pas parler de monades, on va pas parler de catégories théorie, on va essayer de partir sur une approche beaucoup plus pragmatique. Bon, la programmation fonctionnelle, that's hot, depuis quelques années, mais ça est en train de tomber en fait, au fur et à mesure, parce que ça a été vachement vent en poupe il y a 5-6 ans. Encore sur Montpellier, ça va, on a pas mal de chance, parce que finalement, on a pas mal de sociétés qui font du Scala et donc qui ont une approche un petit peu fonctionnaliste, donc voilà. Mais le sujet reste quand même intéressant, il a juste un peu perdu en intérêt depuis quelques années. Mais j'essaye de relancer cette hype et j'espère que les gens peuvent être hypés à nouveau. Parce que moi, c'est ça, mon plaisir de la programmation fonctionnelle. Moi, c'est quand je peux programmer en fonctionnel au bureau, c'est ça, ma vie. Voilà. Alors que quand je peux pas, bah c'est un peu ça. Voilà. Parce que je regarde tous les trucs que ça m'a apporté et tout ce que je n'ai plus et je suis extrêmement frustré, notamment quand on me demande de coder en Go, ça c'est moi. Voilà, c'est incroyable. Donc la problématique principale qu'on a quand on parle de programmation fonctionnelle avec les gens, c'est que en fait, beaucoup de monde viennent du monde Object Oriented Programming, donc OOP. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est le standard de l'industrie depuis 20 ans. Tout simplement parce que c'est enseigné à l'école, parce que l'industrie fait que ça a été utilisé. Alors après, est-ce que c'est pour des bonnes ou des mauvaises raisons? Je ne suis pas là pour juger, j'ai mon avis dessus, mais ce n'est pas ce qui est important. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que le monde fonctionnel, quand on en parle, c'est un monde complètement différent, parce que c'est deux manières de penser, c'est deux paradigmes de programmation. Et ce qui veut dire paradigme de programmation, veut dire manière de concevoir des réponses à un problème. Donc forcément, quand on a des gens qui ont 20 ans, 30 ans de métier dans de l'objet, qui ont été formatés à penser en monde objet, bah quand on leur donne une solution fonctionnelle, la première chose qui vient, c'est « mais pourquoi on ne fait pas comme ça ?» Bah on peut, c'est pas la question, c'est juste qu'on peut aussi le faire comme ça, c'est une question de choix, c'est une question de qu'est-ce qu'on a envie et qu'est-ce qu'on trouve le plus pertinent à un instant T. Et forcément, ça devient difficile, donc c'est vraiment sortir de sa zone de confort. C'est ce qui rend aussi la programmation fonctionnelle très dure à implanter dans les sociétés, actuellement dans le monde de l'entreprise, parce qu'on a ce background industriel qui nous fait vraiment Object Oriented Programming. Bon, et puis il y a Kotlin qui va nous servir de base pour ce talk, tout simplement parce que c'est un langage qui est quand même une grosse dérive de Java, hein, on va être clair. C'est Java en ++ fait par JetBrains. Mais ils ont été assez malins pour intégrer des concepts, des idiomes un peu fonctionnels à l'intérieur, donc on va s'en servir pour essayer d'aller un peu plus loin. Alors, si jamais je dis des choses qui vous semblent totalement aberrantes, si vous semblez être perplexe comme cette jeune femme, n'hésitez pas à m'interrompre pour me demander des clarifications. Nous sommes assez peu nombreux, c'est le moment. Vous pouvez faire ça tout le long du talk. Alors, ce qui est ultra intéressant, c'est voir à quel point la programmation fonctionnelle, quand on le réduit à vraiment des fondamentaux, c'est extrêmement simple. Les bases de la programmation fonctionnelle, on peut les résumer pour moi dans ces trois choses. Des fonctions, donc les fonctions comme valeur, le fait de pouvoir que ce soit des first class citizens, donc c'est-à-dire qu'on puisse les manipuler dans le langage, qu'on puisse les attribuer à des variables, qu'on puisse les passer en paramètres, qu'on puisse les retourner. L'immutabilité, le fait qu'on ait des valeurs qui par défaut soient immutables. On peut avoir des langages qui vont fournir de la mutabilité en optionnel, mais vraiment le fait d'avoir de l'immutabilité qui soit au cœur du langage, c'est ultra important. Par exemple, Kotlin ne le fait pas. Kotlin fournit un moyen d'avoir des variables immutables, mais par défaut, toutes les variables ne le sont pas. Donc ça, c'est typiquement une des choses qui n'est pas très fonctionnelle en Kotlin.
Alors pourquoi? Parce que tout simplement, ça donne des accès concurrents qui sont ultra cool et ça donne une logique très safe à notre code. Et ça, on va le revoir après. Et globalement, l'idée, c'est vous prenez ces deux choses, vous prenez des fonctions pures, on va voir ce que c'est après, vous prenez de l'immutabilité, et pour faire un programme, en fait, vous décomposez ça. Voilà. Donc la composition, c'est tout simplement comment est-ce qu'on peut définir la logique de composants juste en utilisant des fonctions et des variables immutables. Bon, ça ne va pas chercher plus loin. Alors ça paraît très con de se dire qu'il y a un truc qui a l'air aussi difficile que de la programmation fonctionnelle qu'on peut résumer à ces trois choses de base, parce qu'il y a beaucoup de choses autour. Mais en fait, pour moi, on peut le résumer à ces trois choses. Mais c'est comme si on prend la programmation objet, comment est-ce qu'on peut la résumer quand on la présente à des étudiants? On la résume à trois choses: polymorphisme, héritage, encapsulation. C'est ce qu'on nous apprend finalement. Quand on nous enseigne l'objet, c'est ce qu'on nous montre. Après, bien sûr, si on rajoute toute la patente et qu'on dit oui, alors par contre, on rajoute les design patterns avec tous les design patterns, les 24, bien sûr, c'est important, plus toutes les architectures en couche, plus toutes les architectures qui sont basées là-dessus, plus la programmation orientée aspect, plus la réflexivité, plus le message passing. De suite, ça devient beaucoup plus complexe. Et c'est un peu le même problème qu'on a avec la programmation fonctionnelle, parce qu'on met les mots-clés très violents en face, sauf que, en fait, à la base, on peut le réduire à quelque chose de très simple. Et tous les problèmes qu'on va avoir, tous les gros mots qu'on donne, la plupart du temps, en fait, ils vont dériver de ces trois trucs-là. Bon, alors, YOLO, c'est parti, que du live coding. Et on va faire ça avec une librairie qui s'appelle Arrow au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. C'est globalement, si jamais le talk ne vous suffit pas et que vous faites du Kotlin, vous prenez Arrow, vous allez voir leur doc, et globalement, ça rajoute tout ce qui manque un peu dans Kotlin pour en faire un langage un peu plus fonctionnel, et donc, c'est ce qui nous intéresse ce soir. Code, parce qu'on adore le code. Alors, première chose qu'on va faire, c'est dire, on veut des fonctions, et on veut des fonctions pures. Si on reprend notre premier schéma, il y a les fonctions, des variables, de la composition, et notre premier objectif déjà, c'est de travailler autour des fonctions. Donc des fonctions comme des valeurs, mais surtout ce qu'on veut, c'est des fonctions pures. Qu'est-ce que c'est une fonction pure? Ce qui est bien, c'est là, comme d'habitude, selon les gens, la définition diffère. Je vais partir de quelque chose qui va être très simple, c'est, on va prendre la mienne, une fonction pure, c'est une fonction qui n'a pas d'effet de bord. Donc là, la question qui vient derrière pour Jamy, c'est qu'est-ce que c'est un effet de bord? Alors, un effet de bord, on peut les classer dans à peu près trois parties. On a la mutation de contexte. La mutation de contexte, c'est quelque chose qui ressemble à ça. J'ai une classe qui fait des crédits de card, qui représente une carte de crédit. Elle a une valeur. Et j'ai une fonction de charge sur laquelle je vais lui passer une valeur pour dire je veux charger la carte de crédit, je veux faire un paiement dessus. Ici, on voit qu'on fait un amount plus égal de la valeur, donc on incrémente l'amount de la carte de crédit par rapport à la valeur qu'on lui passe. Donc c'est un setter, tout ce qui est le plus normal, à part qu'elle a un nom fonctionnel, ok? Il n'y a vraiment rien de plus. Mais ça, en fait, si on regarde, c'est une mutation de contexte. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, la charge, la fonction de charge, en fait, elle applique une modification à un paramètre qui n'est pas dans la fonction. C'est-à-dire que la fonction, là, on applique une valeur, on change une charge, sauf qu'en fait, on ne référence à aucun moment quelle carte de crédit on va changer. C'est celle qui own la valeur, certes, mais on ne l'a pas du tout dans les paramètres. On est absolument incapable de le savoir. Donc ça, c'est un problème parce qu'on fait varier un contexte. On a une mutation de contexte. Bon, c'est assez... l'effet, il est assez simple. C'est tout simplement que, du coup, si jamais vous voulez regarder les modifications, en fait, vous êtes obligé de regarder le contexte. Si, par exemple, je charge en donnant, sur une carte de crédit, je fais un paiement de 2,5 € et je fais un paiement de 5 €, pour savoir de combien est chargée ma carte de crédit, je ne peux pas uniquement regarder le résultat des opérations de payer 2,5 et payer 5. Je suis obligé d'aller regarder la carte de crédit pour regarder qu'est-ce qui a été modifié au total. Donc, pour deux opérations, ça fait idiot, mais quand on fait ça sur des centaines de milliers d'opérations, on sait que forcément, la problématique, c'est qu'on ne peut pas connaître juste en additionnant les résultats des paiements. On est obligé d'aller regarder la fonction de carte de crédit. Deuxième chose qu'on considère comme un effet de bord, la mutation de paramètres. Donc en fait, la mutation de paramètres, c'est comme la mutation de contexte, sauf qu'au lieu de faire changer un contexte qui est invisible dans la fonction, on va faire varier un paramètre d'entrée. Par exemple, si j'ai une fonction qui nous permet d'acheter un café, et qu'on lui passe une carte de crédit, si je renvoie ce café, du coup, en fait, j'ai une fonction qui va me renvoyer un café, parce que j'ai payé mon café, et je lui passe une carte de crédit. En fait, ce qui est embêtant avec cette fonction, c'est qu'on passe une carte de crédit, on reçoit un café, donc on a une fonction qui a un traitement simple, passe une carte de crédit, on reçoit un café, sauf qu'en fait, implicitement, on a la carte de crédit qui est sur laquelle on va rajouter 2,50 € en paiement. Donc en fait, on fait muter le paramètre d'entrée. Ce qui est embêtant, c'est que du coup, même si c'est implicite,
quand on la regarde ici, on voit que ça a changé. On est obligé d'aller regarder. Et puis surtout, il y a une problématique de fond, c'est qu'à aucun moment c'est explicite dans le typage de la fonction. C'est-à-dire que je regarde buy coffee, là on a 3 lignes, c'est un exemple. Mais dans le code de la vie réelle, on sait très bien que cette fonction, elle ferait 500 lignes, elle en appellerait 50 derrière, et que credit card, il serait passé à 3 fonctions sur 4 niveaux différents. Et en fait, la problématique, c'est que quand je regarde ce buy coffee, je n'ai aucun moyen de savoir, si jamais j'ai ce code très compliqué, que cette credit card va être mutée. C'est là où on dit, oui, mais si je nomme différemment la fonction, si je lui mets, etc. Oui, mais c'est bien, hein, comme histoire, c'est pas le problème. Hein. Mais il y a toujours un moment dans la vie où ça ne verra pas. Et en fait, le problème, c'est que là, on a une mutation qui engendre un problème de fond. On a un changement qui n'est pas visible. Troisième chose qu'on n'aime pas et qui fait un effet de bord, c'est les fraudes exceptions, la gestion des erreurs via exception. Pourquoi? Tout simplement parce que, globalement, si on regarde un appel où on dit je veux faire la moyenne des paiements, si je prends une carte de crédit, j'essaie de diviser par le nombre de paiements. Si je fais par rapport à 4, il n'y a pas de problème. En moyenne, sur 4 paiements, on a payé 3,25. Sauf que si j'essaie de diviser par 0, le truc explose, nous fait une exception. Pourquoi c'est un problème? Tout simplement parce que l'exception, en fait, elle ne va pas uniquement faire planter notre fonction, elle va faire planter toute la chaîne d'appels. Donc en fait, on a une fonction qui, sur un input au hasard qu'on ne connaît pas, qui là est 0, mais qui en fait derrière pourrait être n'importe quel chiffre, en vrai, hein, le corps de la fonction, si je ne le connais pas, ça peut être n'importe quel chiffre, peut aléatoirement faire casser ma chaîne d'appels. C'est assez embêtant pour se sentir en sécurité. Troisième chose qu'on n'aime pas en termes d'effet de bord, c'est l'utilisation de contexte extérieur. Alors là, c'est un peu ambigu, parce que globalement, en gros, on dit qu'il faudrait avoir tout en paramètres de fonction pour être capable de vraiment savoir qu'est-ce qu'on manipule dans le corps de la fonction. Sauf qu'en vrai, si on ne fait pas de mutation extérieure, c'est pas très grave de lire du contexte extérieur. Voilà, c'est un peu ambigu, mais globalement, là, on a un exemple très bien. Si jamais j'ai une fonction qui me dit est-ce que j'ai le droit de servir du café, et que ça va lire une fonction remain in stock pour dire est-ce que j'ai encore du café. Alors c'est bien, sauf que j'appelle canserve, ça me renvoie true. Si je réduis remaining stock, ça fait donc que canserve devient 0. Pourquoi pas, c'est pas grave. Sauf que là, l'idée est simple, sauf que si jamais le remaining stock c'était une variable qui était mutée dans des threads quelque part avec du contexte concurrent, quelque chose qu'on ne sait pas trop comment ça change, en fait on regarde notre code, on voit canserve, un instant A il renvoie true, l'instant d'après il renvoie false. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Il y a une lecture d'un contexte quelque part qui est changé, qui est muté, c'est quand même un problème. Donc tout ça, en fait, mis bout à bout, ça paraît très bête dit comme ça, mais en fait, on peut se retrouver dans un cas très bizarre, et en fait, vous allez comprendre l'idée de la fonction pure. L'idée de la fonction pure, c'est, si on enlève tous les effets de bord, on peut remplacer, en fait, l'exécution d'une fonction par son résultat. C'est-à-dire que si on donne pour les mêmes entrées, on aura toujours la même sortie, et on peut remplacer l'exécution de la fonction par son résultat. Ok ? C'est un principe de substitution. Vous allez comprendre qu'en fait, vous l'appliquez sans vous en rendre compte très vite. Si je vous fais 3 plus 5, tout le monde, je sais que c'est dur de faire des maths à cette heure-là, mais 3 plus 5, on est d'accord, ça fait 8. 3 plus 7, ça fait 10. Il n'y a pas de problème. Écoutez, moi, c'est pas compliqué, on va faire 3 plus 5, sauf que regardez, j'ai juste fait des entiers, hein. J'ai créé des entiers avec de l'état. 3 plus 5, ça fait 8. Mince, pourquoi il s'est mis en haut, lui? Hop. « 3 plus 7, ça fait 11. Ah ah! Ça paraît... Pourquoi ça fait 11 tout à coup? En fait, c'est peut-être un peu parce que j'ai triché, parce que l'entier que j'ai modélisé, en fait, il fait un truc idiot, c'est qu'à chaque fois qu'il additionne, la valeur interne de l'entier fait plus 1. C'est une règle métier à la con, voilà, j'ai appliqué une règle métier idiote. Mais des règles métiers idiotes, déjà, on en croise beaucoup dans notre vie. Hein. Et en plus, la problématique, c'est que ça, on le fait absolument pas, surtout parce que, en fait, les mathématiques nous ont appris ce système de fonctions pures. En fait, les systèmes de fonctions pures, c'est littéralement de l'application de mathématiques, en fait. C'est 3 plus 7 fera toujours 10. Vous pouvez remplacer 3 plus 7 par 10. C'est une fonction pure, en fait. Si vous avez des effets de bord, comme j'ai fait avec la variette d'un état, c'est-à-dire que, en fait, 3, en fait, si on lui ajoute 5, il vaut plus 3, il vaut 4, en fait, vous ne pouvez jamais remplacer 3 plus 7 par 10 dans toute votre équation, parce qu'il faut vérifier à chaque fois que vous allez faire l'application quel est l'état courant de chacune de mes valeurs. Et ça, en fait,
c'est très con, mais quand on prend cette conscience-là et qu'on s'applique à la gérer, ça apporte énormément de problèmes pour créer des programmes. Ça va les rendre un peu plus complexes à créer, mais ça leur donne une sécurité en fait, à l'exécution qui est extrêmement intéressante. Donc la grande question qui doit se poser, c'est bien gentil ton histoire, mais comment est-ce que je fais quand j'ai une fonction impure pour réussir à la passer en fonction pure? Voici un exemple. On a repris l'exemple de notre système de café. Donc on a un café qui vaut 2,50 €, on a une carte de crédit sur laquelle on va faire des paiements. On a même rajouté un truc qui est globalement de dire, oui, à un moment donné, théoriquement, il devrait y avoir un paiement. On va appeler un système de paiement, disons qu'on appelle Stripe, voilà, en système extérieur pour effectuer notre paiement. On a un système pour une fonction pour acheter du café, pour que les clients puissent nous appeler pour dire « Bonjour, je voudrais un café, merci de m'en donner un, et je vous donne une carte de crédit, vous allez payer ». Et on a une fonction, parce que ça peut être sympa quand même d'éviter quand on veut prendre 10 cafés pour une table, de dire « Je veux prendre 10 cafés », plutôt que de dire « Bonjour, je veux 10 fois à la personne, bonjour, je veux un café, bonjour, je veux un café, bonjour, je veux un café ». Jusque-là, ça paraît assez simple. Bon, alors, quelles sont les problématiques de ce monde impur que nous avons ici? Alors, attendez, laissez-moi reprendre mes notes. Je n'ai plus non plus de terre. Alors, quand on regarde l'exécution ici, qu'est-ce qu'on a comme problème? Alors, on voit que la carte de crédit déjà est mutée sans aucune indication. C'est-à-dire que oui, c'est implicite parce que le code est très petit, mais en fait, la réalité, c'est que si je regarde ce code d'appel là, et que j'avais juste les interfaces, donc les comportements des fonctions, bah en fait, il n'y a rien qui me dit que la carte de crédit est censée être augmentée. Elle est censée être changée. Bah, rien ne me le dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi quelque chose qui pourrait casser à n'importe quel moment. C'est-à-dire que là, Buy Coffee, n'importe quel des trois appels qui va être fait à Buy Coffee ou Buy Coffees, bah en fait, si l'appel à Stripe il meurt, c'est complètement passé à la trappe. C'est-à-dire que j'ai aucun moyen de le savoir. Le seul moyen que j'ai, c'est de faire un try catch et je suis incapable de savoir quelle ligne a cassé en plus. C'est-à-dire que je devrais faire un try catch par ligne pour être capable de savoir quelle ligne a cassé. Qu'est-ce qui est chiant aussi avec ça? Avec la modélisation qu'on a actuellement, avec cet effet de bord qui est dans le charge, bah en fait, là, chaque fois que je vais payer 10 cafés d'un coup, je vais appeler Stripe 10 fois d'affilée, pour à chaque fois 2,50 €. C'est quand même dommage, sachant qu'on sait déjà qu'on va en avoir 10, qu'on ne puisse pas batcher et dire une seule fois, je vais payer 25 €. Et puis aussi, en termes de testabilité, on est d'accord que là, si j'avais un appel à une interface de paiement, bah, comment est-ce que je fais pour faire un test unitaire? Eh ben, je dois faire un mock, je dois mettre une interface pour le système de paiement et je dois faire un mock à l'ingestion. Je dois faire un mock à injecter pour être capable de pouvoir tester. Bon, nous, notre but, c'est de faire de la programmation fonctionnelle, donc on va essayer de rendre ça pur. Comment on va faire ça? Eh bien, en fait, on va utiliser une technique qui est assez répandue dans le monde de la programmation fonctionnelle, qui est de dire, au lieu de faire des effets, je vais modéliser un effet comme une valeur. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'effectuer quelque chose, je vais créer une structure qui va représenter ce que je veux faire. Et en fait, je vais le renvoyer, je vais le manipuler, et à la fin, je donnerai ça à quelque chose qui va l'effectuer. Parce qu'il y a un problème de fond si on prend que des fonctions pures, c'est que si vous faites que des programmes à fonctions pures, vous ne pouvez faire que des calculs mathématiques. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas appeler le monde extérieur, vous ne pouvez pas interagir avec le monde extérieur. C'est un problème pour des logiciels, hein, on va être clair. Hein. C'est-à-dire qu'à part faire des calculs mathématiques, en vrai, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, en fait, ce qu'on a trouvé comme parti pris, enfin, moi, c'est celui que je considère comme qui a été pris, c'est en gros de dire, nous allons modéliser 90% de notre programme comme un programme pur, donc il ne fait pas d'effet. Et en fait, aux limites de notre système, on va prendre ce code pur, on va dire, là, on va mettre un code bien impur, bien pragmatique, qui lui va exécuter. C'est-à-dire que toute la logique, elle va être pure, et derrière, en limite de programme, on va avoir quelque chose qui va venir exécuter, vraiment appliquer les effets. Et en fait, on a l'impression que juste réduire ce truc-là, c'est complètement idiot, mais finalement, si on arrive à faire 80-90% de notre code pur, en fait, on va gagner énormément de testabilité. Et on va être aussi vachement plus safe. Et on est aussi sûr de savoir où est-ce que ça peut casser. Donc notre modélisation pour modéliser les effets, à quoi ça ressemble? Bah là, typiquement, dans notre cas, c'est de dire, ok, bah en fait, ce qu'on veut modéliser, c'est quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi notre effet de bord, en fait, là, dans le système? Notre gros effet de bord, c'est qu'on veut appeler un système de paiement au milieu et qu'on veut créditer une carte de crédit. Bah, pourquoi est-ce qu'on ne modélise pas tout simplement le fait de créditer une carte de crédit? On va le modéliser, on va créer une classe de charge, et du coup, on va lui mettre une référence vers la carte de crédit en question, et le montant que je veux la créditer. Donc en fait,
au lieu de faire une charge sur notre fonction de crédit card, en fait, dans Buy Coffee, ce qu'on va faire, c'est on va renvoyer un café, et on va renvoyer pas seulement un café, on va renvoyer une paire, donc un tuple, de un café, donc voici votre café, et voici une charge, la modélisation de ce qui représente être une charge pour votre carte de crédit. Qu'est-ce que ça nous permet aussi? Ça nous permet d'avoir ce système-là, qui nous permet d'avoir un Buy Coffee, qui va modéliser, qui va additionner toutes les charges ensemble. Donc le code est un peu plus compliqué, mais finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le Buy Coffee un nombre de fois par rapport au nombre d'inputs. Donc si je vais acheter 10 cafés, il va appeler 10 fois le Buy Coffee. Il va séparer les cafés dans un sens, il va prendre toutes les charges de l'autre côté, et après il va combiner toutes les charges ensemble en disant en fait plutôt que d'avoir 10 charges, je vais en faire une seule qui va correspondre à la somme des 10 charges ensemble. Donc on se retrouve avec une seule charge. Et qu'est-ce que ça nous donne en termes d'exécution? En fait, si on regarde notre système, on voit qu'en sortie, en fait, déjà, notre contexte, il n'a pas évolué. C'est-à-dire que si je regarde, ma CC2, en fait, elle vaut toujours 0, 0. Donc, elle n'a pas été changée. En vrai, là, je peux annuler le programme, pardon, excusez-moi. Je peux complètement couper le programme. Rien ne se sera passé. Pas d'appel dans la base de données, pas d'effet instable. Vraiment, on n'a rien fait. La seule chose qu'on a fait, c'est modéliser quelque chose qui devra se passer. Et surtout, j'ai mes systèmes qui modélisent les paiements. C'est-à-dire que là-bas, j'ai tous mes cafés, mais j'ai également tous mes paiements qui sont disponibles. Alors, si on regarde ici, hop, tac, tac, à gauche. Bon, on ne voit pas, mais globalement, derrière, il y a une belle charge qui fait 25 €. Bon, là, c'est bien, mais globalement, notre programme, le problème, c'est qu'il ne sert plus à rien. Parce qu'on a fait un programme, c'est bien, on a modélisé qu'on allait devoir payer 25 € et qu'on avait 10 cafés à donner, mais là, il ne sert à rien. Et en fait, c'est pas grave. Parce que ce que j'ai dit, c'est là, notre programme, il est fait. On a changé notre programme, 99% de notre programme, il est devenu pur. Rajoutons juste une fonction qui s'appelle impure-effect, qui va prendre notre charge et qui va faire, ok, vous savez quoi, je vais faire un véritable effet dans le monde, je vais appeler Stripe, je vais appeler mon système de paiement avec la charge qu'on m'a donnée. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais éditer la valeur de ma carte de crédit de manière à pouvoir dire que quelque chose s'est passé. Donc si je refais mon système, on a notre part Buy Coffee avec 10, on a une paire avec tous les cafés, donc on a tous les cafés, on a une charge qui est là, charge crédit carte d'amende 0 et qui a un amende 25, donc on va payer 25 €. On fait l'impure effet sur la deuxième et on a une nouvelle carte de crédit qui a été créée de 25. Et on voit bien que la carte de crédit, dans la réalité, on aurait aussi bien évidemment un appel à Stripe, etc. Mais on a bien une carte de crédit qui a 25 € et qui a pris tous les paiements, on a bien refait tous les systèmes. Donc on arrive exactement au même point, en fait. On arrive exactement au même point. On a juste fait des circonvolutions en disant 90% de notre programme devient pur pour éviter tous les problèmes qu'on peut avoir à l'intérieur. Et derrière, on limite les moments où ça peut casser à un seul et unique endroit. Et globalement, c'est de la modélisation qu'on va faire derrière tous les systèmes FP. Non, c'était ça. Alors, on pourrait jouer avec plein de trucs, il y a plein de choses à faire au niveau des higher order, des queries, etc. Mais on va se limiter à des choses un peu plus idiotes sur des trucs comme... Il y a des choses qui sont difficiles à modéliser du coup, parce que là, c'est bien ce que je vous dis, mais il y a des choses qui sont chiantes à modéliser. Alors typiquement, les nuls, c'est chiant. Pourquoi? Parce que ça peut casser le système, ça peut monter l'exception, etc. Donc en gros, la problématique qu'on a quand on fait de la programmation fonctionnelle, c'est qu'on doit réussir à chaque fois à trouver des alternatives pour modéliser à chaque fois tous ces effets qui peuvent être un problème. Parce que finalement, là, le fait de payer, c'est un effet, c'est une donnée qui représente un effet, mais en fait, quasiment tout, le fait qu'une variable soit présente ou pas présente, en fait, c'est un effet. C'est ni plus ni moins qu'il faut donner un contexte de ce truc-là, il est peut-être là ou il est peut-être pas là. Pour ça, on a créé un truc qui s'appelle option. Parce qu'en fait, ça nous permet d'encapsuler le fait qu'il y ait une mutabilité, qu'on ait la présence ou non d'une valeur. Et que c'est mieux que nul, parce que nul, il a tous les problèmes de pouvoir faire des effets de bord. Bon, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelque chose comme ça. Hein. Peut-être qu'on veut retourner quelque chose. Selon un flag, on va renvoyer une valeur. Donc, au lieu de renvoyer nul, si jamais on renvoie false, en fait, on va mettre ça dans une option. Et dans l'option, on dit, si j'ai quelque chose, ça devient un sum. Donc, c'est une valeur à l'intérieur. Sinon, il n'y a rien dedans, tout simplement. Donc, en gros, qu'est-ce que ça donne ces trucs-là? Hop, il faut que j'aille ici pour les exécuter. Hein? Ah oui. Oui, c'est bien. Le projet s'appelle bien version platane. Ne vous inquiétez pas.
Donc on voit que si on fait un maybe it will return something, on voit qu'on a une option sum, donc une représentation de la valeur est présente, et on a bien la représentation de la valeur n'est pas présente. Bon, alors ok, la grande question que les gens se posent régulièrement, c'est oui, mais François, c'est bien rigolo ton histoire, mais en Kotlin, nous sommes déjà des gens très super intelligents, nous avons ce principe de A point d'interrogation pour définir la null safety. Oui, bien évidemment. Alors la seule problématique que j'ai avec ce A point d'interrogation, alors c'est déjà que, en fait, sous le capot, en Kotlin, chaque A point d'interrogation génère un nouveau type. En fait, il faut bien comprendre que A point d'interrogation génère un type qui s'appelle A point d'interrogation à la fin en Java, donc c'est-à-dire que chaque classe est dupliquée, sur laquelle vous mettez un point d'interrogation. Je trouve ça un peu dommage de dupliquer à chaque fois toutes les classes possibles, alors qu'en fait, on peut tout mettre dans un seul contexte qui s'appelle option, déjà. Et après, il y a peut-être la null safety, mais déjà, ça ne nous empêche pas d'utiliser des nuls. C'est juste que ça nous informe à la compilation qu'il peut y avoir un nul. Ça, moi, j'aime pas, parce qu'il y a toujours les problématiques d'effet de bord autour du nul. Et après, il y a quand même une petite problématique d'opérateur, parce que c'est quoi les opérateurs avec la null safety en Kotlin? Vous avez point d'interrogation point, pour éviter de faire un appel à quelque chose qui est nul. Vous avez le Elvis operator pour dire, si jamais il n'y a rien à gauche, je renvoie le truc à droite. Et on a globalement le point d'interrogation as, pour pouvoir tester si on a un type pour faire un cast. Bon, alors je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est quand même un peu limité, parce que quand on vient avec option, le gros avantage c'est que option c'est un truc, vu qu'on rentre dans le fameux monde FP avec les gros termes méchants, c'est un pattern qu'on a déjà vu plein de fois. Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas qu'en Kotlin que c'est arrivé, hein. Ils ont déjà ça en Haskell, et ça s'appelle Maybe. Il y a déjà ça en Scala, il y a déjà ça en OCaml, il y a déjà ça dans Lisp, etc. Enfin, même s'il n'y a pas de type. Et du coup, les mecs sont creusés quand même la soupière depuis à peu près 40 ans sur le problème. Et donc, du coup, dans Option, on a plein d'opérateurs. On a Map, on a FlatMap, on a Fold, on a Zip, on a Product, on a Lift. On a plein d'opérateurs. Et du coup, comparativement, en fait, quand je regarde les deux, je préfère finalement à la fin utiliser une option, parce que finalement, en fait, option va venir m'apporter plein d'opérateurs par-dessus, puisque ce sont des choses qui sont quand même assez bien théorisées depuis assez longtemps. Il n'y a pas besoin de comprendre la théorie, ça va l'utiliser. Qui sait comment marchent réellement des reactive streams? Non, pourtant, vous êtes beaucoup à savoir faire déjà des webflux, faire du webflux avec Spring, et faire des maps et des flatmaps dedans. Donc voilà, c'est pas très grave. Donc c'est exactement la même chose pour moi sur les options, c'est de dire, bah voilà, vous avez le choix entre le faire avec de la null safety, qui est en fait finalement ni plus ni moins que du syntactic sugar de typage au niveau de Kotlin, ou alors d'utiliser option, qui va faire la même chose, sauf qu'il va vous rajouter des contraintes supplémentaires. Et il va vous offrir aussi par contre plein d'opérateurs cool. Bah pourquoi? Tout simplement parce qu'on va pouvoir se retrouver avec des choses comme ça, genre des get-or-else, voilà, ça qu'on a déjà. On va pouvoir faire des maps pour pouvoir appliquer des transformations sur une valeur si elle est présente uniquement. Genre là, si on a une valeur, on va faire x1,5, sinon ça renvoie quand même non. Et on va pouvoir chaîner des appels qui potentiellement peuvent renvoyer des options. Alors là, il y a un exemple un peu plus violent qui est un peu plus cool, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est pas très important, après c'est que de la pratique, hein. Tous les opérateurs sont dispo dans la doc, il y en a quand même vachement plus et c'est quand même super sympa. Bon, là, déjà, nous avons réglé le premier problème qui était embêtant par rapport à nos programmes Kotlin habituels, c'est le nul. Si on passe tout en option, théoriquement, on ne devrait plus avoir de nul. Deuxième problème, c'est pas parce qu'on modélise un système comme étant pur que ça veut dire qu'on n'est pas obligé de devoir modéliser des effets qui ont potentiellement un problème. Par exemple, là, mon exemple de café, c'était assez simple parce que finalement, on avait un programme qui fait des cafés et qui en fait fait un effet au dernier moment. C'est-à-dire qu'au final, je peux modéliser le fait de payer des cafés et le fait de préparer un paiement et d'envoyer une seule fois à Stripe. Si le prix de mes cafés dépend de la base de données, je suis obligé d'effectuer un effet pour être capable de faire ma logique métier. Je suis obligé d'aller chercher le prix des cafés en base de données avant de pouvoir dire combien je dois payer. Alors qu'on a dit qu'on ne voulait pas d'effet. Bon, alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? En fait, on a un autre type qui existe, qui est là, qui est très connu dans le monde Haskell, puisque c'est une des premières qu'on voit, qui s'appelle IO. IO, tout simplement, c'est ni plus ni moins qu'un type qui va refléter un effet qui sera effectué plus tard dans le programme. C'est-à-dire, c'est vraiment littéralement IO pour input-output. Hein. C'est vraiment pour dire, alors là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser un effet, et il sera effectué plus tard dans notre système,
Mais comme on sait bien le théoriser, derrière, on va pouvoir lui appliquer des traitements comme si on avait la valeur, alors qu'on ne l'a pas encore. En fait, tout le principe de I/O, il est vraiment là, c'est de dire, on va modéliser un traitement qui sera effectué plus tard, mais on ne va pas l'effectuer. On va pouvoir modéliser la suite du programme comme si on avait la valeur, mais en fait, on ne l'a pas encore fait. Et le but du jeu, c'est de tout modéliser autour de ça, et à la fin de filer ça en sortie à un interpréteur qui, lui, va exécuter. Ce qui est assez marrant, c'est que si jamais vous vous intéressez à Haskell, vous allez voir que c'est exactement ce que fait Haskell. Haskell, en fait, quand vous regardez un programme, vous avez une fonction main qui renvoie une I/O de unit. C'est-à-dire que vous modélisez une I/O uniquement qui ne renverra rien. Et en fait, ce que fait le compilo Haskell, c'est qu'il compile le programme, et après il file ça à un interpréteur en C, qui lui va effectuer le programme en fait. C'est-à-dire c'est même le langage qu'on considère comme étant le programme fonctionnel par excellence, est totalement dans ce truc-là, puisque le langage ne fait rien, il ne fait que renvoyer un programme qui lui sera effectué par un interpréteur qui est en C. Donc moi je trouve ça plutôt magnifique de voir à quel point ça a été amené même dans les notions des compilateurs. En fait. Je trouve ça incroyable. Alors, après, assez de digression de ma part, parce que sinon ça va durer 4 heures. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelque chose comme ça. On peut faire un appel à une Pokémon API, donc ça qui nous permet de faire un appel. Et du coup, nous pouvons modéliser notre appel à la Pokémon API en disant, bah voilà, à l'intérieur de cette I/O, je vais faire un appel HTTP qui va appeler PokéAPI / API v2 Pokémon sur /2, ce qui doit me renvoyer un bulle bizarre, je pense. Et derrière, je vais renvoyer le body set response. Okay, c'est vraiment ni plus ni moins que je fais un appel HTTP. Alors, pourquoi est-ce que ceci n'est pas un effet de bord? Tout simplement parce que si on regarde, je fais appel à Pokémon API, serait-il possible d'avoir le truc qui tourne? Ce n'est pas possible à première vue. Bon, pourquoi il veut pas? Ah, mais... Oui. Pourquoi il ne veut pas mettre la suite à droite, là? Allez! Ah! Attendez, pourquoi il n'est pas d'accord? Ah, mais aussi, si l'autre, il commence à faire des... voilà. Laissez-moi exécuter! Je veux juste savoir ce qui se passe à droite. Youhou! Bon. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas s'exécuter. Vous devez me croire sur parole, j'aime pas dire que vous devez me croire sur parole, mais globalement, croyez-moi sur parole. Du coup, le gros avantage, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, Pokémon API, là, ce que ça renvoie une I/O. En fait, ça renvoie pas une I/O avec la valeur du résultat, ça renvoie une I/O à exécuter plus tard. C'est-à-dire que c'est la représentation de l'appel à l'API de Pokémon. Ce n'est pas l'appel en lui-même. Il n'a pas été effectué. Si je veux l'effectuer, il faut que j'appelle la méthode run dessus. Je vais essayer de la lancer au cas où. Non, ça va pas plus en vie, ok. Là, on aurait effectivement en différence, c'est qu'avant, on aurait juste une I/O, il y aurait eu marqué I/O, et là, il y aurait eu marqué la réponse JSON avec le body HTTP. Et en fait, on peut modéliser tous les programmes, on peut modéliser tous les effets avec ça. C'est-à-dire qu'un appel en console, un printline sur stdout, bah, c'est une I/O de println, etc. L'idée, c'est toujours la même chose, c'est de modéliser un effet, de le donner sous une forme d'une structure qu'on va pouvoir manipuler, de les combiner ensemble, de les composer ensemble, comme on disait au début, et à la fin, du coup, de modéliser ce programme avec ça et de dire, bah, ce truc-là, je le run. En fait, quand tu appelles la méthode run, c'est que ça exécute le code et qui se trouve entre les... Exactement. Mais en fait, le truc qu'on se dit, c'est, oui, mais du coup, c'est chiant parce que ces trucs-là, parce qu'on a un programme et du coup, on doit faire run pour avoir la valeur, pour en faire quelque chose. Mais non, on n'est pas obligé, puisque, en fait, avec des opérateurs comme map et flatmap, en fait, on est capable de venir faire comme si on avait le résultat, parce qu'en fait, on est capable de faire un flatmap sur une I/O en disant qu'est-ce que tu dois faire si jamais tu as le retour de l'API de Pokémon, que tu en fais quelque chose. Voici, je vais faire ce qu'on modélise dedans. Sauf qu'en fait, à la fin, ça va composer le programme au fur et à mesure, mais il ne sera toujours pas exécuté. Et c'est à la fin, vraiment, au bout de chaîne du programme, que là, on va l'exécuter. Exactement. Sauf que là, en gros, il faut penser comme Stream, parce que Stream, c'est très fonctionnel. À la base, c'est une API qui vient vraiment du monde fonctionnel. Il faut penser comme Stream, mais sur la totalité du programme. Vraiment sur le programme en entier. Alors, il se trouve qu'en Kotlin a fait un choix. Arrow avait introduit le type IO en Kotlin au tout début, et en fait, ils l'ont viré au bout d'un temps parce qu'ils ont fait un papier qu'on peut trouver sur la doc d'Arrow, qui est sur FX et IO, où en fait, ils ont fait le choix de dire que, en gros, une IO de A,
c'est l'équivalent d'une fonction suspendable qui renvoie A, sans paramètre. En gros, c'est de dire que, pareil, si je modélise mon truc avec Pokémon API en disant c'est une fonction suspendable, alors oui, je ne peux pas par contre la renvoyer et en avoir une valeur et la manipuler comme j'avais la précédente. Mais par contre, je peux tout à fait composer tous les systèmes bloquants les uns avec les autres dans un suspend. Et à la fin, juste au moment où on rentrera dans un run blocking, les choses vont vraiment être exécutées. Mais entre-temps, elles ne seront jamais exécutées. Donc en fait, on a à peu près le même comportement et on a un papier qui est capable de nous définir comment ça marche, en fait, ce truc-là. Et pourquoi ils ont fait ce choix-là. On ne va pas se cacher, ce choix-là, il a aussi été fait parce que la communauté avait du mal à rentrer dans IO, parce que le fait de sortir de IO, c'était de mettre des IO, ça rendait le code pas vraiment compatible avec ce que les gens font en Kotlin habituellement à base de coroutines. Ils ont préféré faire le choix dans la librairie de rester au niveau des coroutines pour se réintégrer au système. Est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne saurais pas le dire. En tout cas, clairement, c'était plus un choix communautaire qu'autre chose. Et en vrai, c'est vrai que dans l'aspect pratique, ça représente à peu près la même chose. Donc voilà, globalement, ça c'est l'appel sur les IO. Et donc maintenant, nous avons un troisième problème. C'est que nous avons géré la mutabilité. Nous avons géré les effets de bord dans les fonctions. Mais nos effets de bord, pour éviter qu'il y en ait, nous avons vu comment gérer l'absence ou la présence de valeur, les entrées-sorties. Il y a un troisième cas qui pose problème. Les erreurs. Parce qu'on sait qu'un programme ne se passe jamais bien. Et du coup, notre question, c'est de dire comment est-ce qu'on modélise les erreurs. Eh bien, nous allons faire comme d'habitude. On va tout simplement créer une structure qui va modéliser une erreur. Et pour ça, il existe un type qu'on a dans le monde fonctionnel qui s'appelle Either. Either, en fait, c'est tout simplement un type qui définit que ça peut être soit quelque chose, soit quelque chose. Ça ne peut pas être les deux en simultané, c'est forcément l'un ou l'autre, mais c'est l'un des deux. C'est vraiment littéralement ce que veut dire Either. Et donc, en gros, si on fait une fonction de parse où on dit potentiellement on veut passer une chaîne de caractères et cette chaîne de caractères, ça peut être un nombre, donc ça sera OK, on aura parsé un nombre, génial, mais sinon ça peut aussi ne pas être un nombre et on veut dire c'était pas un nombre quoi. En Java, nativement, en Kotlin, on ferait des exceptions. On a vu que les exceptions, c'est les effets de bord, ça nous ennuie. Du coup, on va mettre ça dans un Either en disant le résultat de la fonction, pour toute chaîne de caractères, pour chaque chaîne de caractères qui existe, il va avoir une résultante qui va dire si c'est un entier ou une erreur de formatage qui est un number format exception. Mais vous remarquez que ça a beau être l'exception, elle n'est pas throwée, on ne casse pas la stack d'appel, on a juste fait que mettre cette valeur-là pour définir quel était le type d'erreur en fait, qu'on allait avoir. Donc, attendez, je vais essayer de le runner, voir si là, ce coup-ci, il veut bien. Voilà, lui, il veut bien. Donc effectivement, si on fait un parse de test, on voit qu'on a une either left qui nous dit que c'est une number format exception. Et si c'est un parse de 3, ça nous renvoie un 3 dans un write en disant ce qui est bien. Alors pourquoi c'est à droite, c'est un choix, because it's the right value. Right is the right value, ok. Vraiment, le jeu de mots incroyable. En vrai, il y a une vraie raison derrière qui vient de Haskell majoritairement, mais dites-vous que mémotechniquement parlant, pourquoi est-ce que les lasers sont généralement le bon type est à droite? C'est parce que because right is the right value. Faut pas chercher, des fois il y a des jeux de mots. Et alors, si on reprend un autre cas, par exemple, on peut faire la réciproque. La réciproque, c'est tout simplement quelque chose qui nous dit que si jamais on va essayer de diviser par un chiffre par 1 par notre chiffre, sauf qu'en fait, la réciproque de 0, elle n'est pas possible. On ne peut pas avoir la réciproque de 0 dans notre cas. Du coup, on va modéliser pareil. Donc voilà, on va le même truc. Et le gros avantage qu'on a avec un truc comme ça, c'est que comme avec option, comme avec IO, comme avec les trucs, il y a toujours les mêmes opérateurs qui reviennent. Il y a toujours map, il y a toujours flat map, ce qui nous permet de faire des programmes comme ça en disant on va faire de la magie, on va prendre une chaîne de caractères, on va essayer de la parser. Si ça se passe bien, on va essayer d'appliquer la réciproque. Si ça se passe bien, on va rendre ça stringify. Et du coup, on se retrouve à avoir un programme qui compose et qui me dit magic de test, non, le number format exception, test, c'est pas un nombre en fait tout simplement. Si on renvoie au magique de 0, c'est la réciproque qui a planté en disant non, en fait, là, on ne peut pas faire une réciproque de 0. Et si c'est 123, là, c'est bon, on a bien réussi à parser notre chiffre et faire la réciproque dessus. Alors, pourquoi est-ce que si je dis que c'est magique? Tout simplement parce que, vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il y a map, il y a flat map, c'est quand même marrant, il y a toujours les mêmes opérateurs qui reviennent. Parce qu'en fait, ces opérateurs, c'est comme des design patterns en fait, dans le monde objet. C'est des patterns récurrents qu'on retrouve dans plein de trucs. Et en fait, c'est là où on met les gros mots, vous savez, ces fameux mots functor, monade, etc. Tout ça. En fait, c'est pour faire ce genre de pattern. Et en fait, je ne suis pas là pour vous dire ce que quoi et quoi, mais par contre, le grand avantage, c'est qu'il y a des gens qui se creusent la soupière dessus en disant « Waouh,
C'est vachement bien. Mais c'est un peu chiant d'écrire des flat maps et des maps, etc. Il n'y aurait pas un moyen plus sexy de le faire parce qu'en fait, on sait ce que c'est comme objet théorique. Et bien, on a des trucs comme ça. Genre là, c'est pour repasser d'un mode où on enchaîne des fonctions les unes dans les autres, qu'on les encapsule, mais du coup, c'est un peu chiant parce qu'on a des callbacks. Dans les callbacks, c'est un peu ennuyeux au bout d'un moment. Là, c'est pour arriver avec, c'est pour faire l'équivalent d'une do notation ou un for compréhension si vous faites du Scala. En gros, c'est pour repasser dans un monde plus impératif. Donc, on va appeler notre fonction qui peut potentiellement péter. On va juste appeler un point bind dessus. Et automatiquement, ne me demandez pas comment c'est codé derrière. Enfin, si demandez-le moi, mais après. Ce truc-là, si jamais c'est une erreur, va automatiquement retourner en dehors de la fonction en disant c'était une erreur, c'était un left. Et si c'est bon, il va redonner la valeur derrière. Et en fait, on peut tout enchaîner comme ça. Et on peut se retrouver avec un code qui redevient extrêmement linéaire, qui redevient extrêmement procédural, en fait, impératif. Alors qu'en fait, derrière, on a une vraie gestion fonctionnelle des erreurs avec des vraies modélisations de valeurs correctes. Et en plus, on peut faire ça dans une fonction suspendable pour éviter qu'on fasse des effets de bord. Et tout combiné ensemble, en fait, ça nous permet de faire des modélisations de programmes entières. Alors là, normalement, on y est bon. Il y a de quoi faire des applications dans le vrai monde de la vie réelle. Et donc pour ça, je vais faire quand même un exemple de la vie réelle pour vous montrer que ça marche. Donc, j'ai refait comme d'hab une loterie, parce que j'adore faire des loteries. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore faire des loteries. Et du coup, on va faire un event service. Et on va faire un event service qui va créer un événement. Donc, on va créer un événement, on va le stocker en base de données. Donc, on a une API web qui est faite en Spring. Hein. Vraiment, il n'y a pas de blague. Hein. On est vraiment sur du hardcore production. Hein. Et derrière, on va faire ça tout en fonctionnel. Donc, on va vraiment on va intégrer ça dans une application Spring qui tourne. Et donc, comment on va faire? Donc, on va faire un create. On va dire, on veut créer un nouvel événement. Bon, un nouvel événement, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui a un nom, c'est un truc qui a une date de début, qui a peut-être, oui ou non, une localisation, parce que RH ne sera peut-être pas toujours présent pour nous accueillir. Donc, des fois, on sera peut-être obligé de le faire en ligne. Voilà. Donc, par défaut, il est anon, mais on peut lui donner une valeur si on a envie. Et du coup, on doit faire notre création. Alors, déjà, il y a le premier truc qu'on peut faire, et là, vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Hop, je vais faire ça, tac. Alors, s'il veut bien... Ah! Attendez, qu'est-ce que j'ai? Ah, ils sont passés où? Attendez. Non, parce que j'ai des cheat sheets, hein. Je peux le faire de tête, mais en vrai, là, c'est quand même plus sympa si je les avais quand je les ai. Où qu'ils sont? Où ils sont mes live templates? Oh, j'ai perdu mes live templates. Ah bah non, ils sont là. Bah pourquoi je l'ai pas, mon crate Bon, ok, vous savez quoi, on va le faire comme ça directement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans un premier temps? La première chose qu'on va faire, on va faire une vérification. On veut vérifier que la date ne soit pas une mauvaise date. C'est-à-dire que on ne veut pas pouvoir créer dans le passé, par exemple, un événement. C'est quand même idiot de pouvoir créer un événement dans le passé. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose qu'on va faire, c'est on va faire new event. Alors déjà, on va mettre ça dans un either parce qu'on voit que c'est quelque chose qui peut planter, parce que vu que potentiellement on peut avoir une erreur dedans, donc on va déjà pré-encapsuler ça dans un either en disant c'est une bonne valeur. Et on va appliquer un filtre dessus. Et on va dire if, on va faire it.startDate. Alors attendez. Je vais y arriver. Voilà. Donc c'est it.startDate, start, excusez-moi, is before, enfin is after. Et alors là, la première chose que vous auriez fait, j'imagine beaucoup, et moi le premier d'ailleurs, c'est de faire un zonedAtTime.now. Ok? Sauf que je rappelle que là, on avait dit qu'on voulait faire des fonctions pures donc qui n'ont pas d'effet de bord. Sauf qu'il se trouve que qu'est-ce que ça voulait dire? Je rappelle, c'est que pour toute entrée, on aura toujours la même sortie. Or, il y a un problème, c'est que là, si je vais lire le temps du système, en fait, pour la même entrée, je peux avoir des sorties qui diffèrent. Puisque selon le moment où j'exécute mon appel, en fait, le temps va changer.
C'est pour ça que j'avais déjà anticipé. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis déjà la date limite qui doit m'être donnée en entrée de ma fonction. Donc on va vérifier, on dit il faut que la date soit forcément après ce truc-là. Sinon, c'est un new event. Start date is after now. Ok. Faudrait faire un meilleur message, hein, soyons clairs. Bon, qu'est-ce que nous voulons faire après ça? Il n'y a pas plus d'autres choses qu'on peut faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler la base de données, donc notre repository, en lui disant ben, save, enfin create, hop, notre nouvel event. Donc qu'est-ce que c'est create d'un nouvel event? Ben, c'est tout simplement un truc qui prend un nouvel event et va me renvoyer un event error, donc si s'est passé quelque chose de pas bien, ou un event si ça s'est bien inséré en base, et toujours suspendable pour que ce ne soit pas exécuté, que ce soit toujours exécuté au fin fond de mon programme. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, on va appeler l'event repository. On va appeler un save sur hop, un événement. Alors, attendez, un database event. Database event qui va être créé avec un ID nul, donc ça c'est déjà fait. Le nom, ça va être égal à it.name. Derrière, qu'est-ce qu'on a? La location, ça va être it.location.orNull. Vous remarquerez que vu que là, je suis en train de modéliser des choses qui sont au fin fond de mon système, qui eux vont appeler des trucs qui sont mutables en mode Java, je me permets de sortir de mon monde pur pour rentrer dans le monde javaesque de JPA. Et après, quand je vais ressortir de ce monde-là, je vais re-rentrer dans un monde pur. Et un start date qui est it.start. Alors, ça c'est embêtant parce qu'on sait que là on va appeler un repository JPA. On sait que les repositories JPA c'est du Java, ça va cracher une exception si ça plante. Bon, bah il se trouve qu'on a quand même prévu ça. Il existe un super truc qui s'appelle Ether.catch. Ether.catch globalement qu'est-ce que ça fait? Si jamais il y a une exception qui est pétée au milieu dans la lambda qu'elle a, et ben en fait il va la catcher, il va bien la modéliser sous une forme d'erreur en disant ceci est un gauche, ceci est un left, voici l'erreur qu'il y avait dedans. Donc nous, bah, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut transformer ça en disant, nous on veut une event error. Donc on veut dire, il y a un problème de data source. Et le problème de data source, c'est ce qu'il y avait dedans. Tac. Et du coup, bah, là on a quand même notre problème parce qu'ici on renvoie un database event parce qu'on a notre truc qui vient de la base de données, qui est du JPA. On rappelle qu'on est encore dans un monde impératif, là, dans cette partie-là. Et nous on veut revenir dans notre monde pur. Bah, on peut le faire puisqu'il suffit d'appeler un système que j'ai déjà créé qui s'appelle into. Donc, je vais devoir faire un flat map. Et en fait, into, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, en fait, il va aller regarder s'il y a bien un ID qui a été renvoyé par la base de données. Sinon, si c'est pas bon, ben, il va dire qu'il y a eu une erreur parce qu'il est censé avoir un ID en retour de base de données. C'est pas normal qu'on n'ait pas d'ID en base de données. Sinon, bah, il va tout simplement retransformer. Donc on a vraiment une gestion d'erreur. Ce qui est important de comprendre, c'est que, en fait, en faisant ces dissociations, en nous forçant à avoir des options, en nous forçant à avoir des lasers, on ne peut pas venir intégrer du monde impur dedans. C'est-à-dire que là, en fait, ma database event, il y a un event ID pour interrogation à l'intérieur. C'est-à-dire que je suis dans un monde où potentiellement, il peut ne pas y avoir d'ID. Alors c'est complètement incohérent qu'il y ait quelque chose qui revienne de la base de données sans ID. Donc la plupart du temps, on skipperait ça. Mais on l'a modélisé comme ça. Ça veut dire que ça peut arriver. Et l'intérêt de notre système, c'est que on ne peut pas rentrer ça dans notre monde pur à nous. Parce que nous, un nul, ça ne rentre pas. Nous, on a une option. Donc il faut qu'on dise s'il y a une valeur ou non. On ne peut pas se permettre de venir dire il y a quelque chose qui est nul. Non, non, ça ne marche pas. On doit le modéliser. Et ça va nous obliger via les contraintes de type. Après, derrière, on va juste retransformer. Et ça, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est le plus important en fait à comprendre. C'est que intégrer du fonctionnel dans les applications va en fait venir rajouter de la fiabilité sur tout un corps de process. Après, bien sûr, on va avoir des effets de bord parce que pour avoir un programme qui sert à quelque chose dans le monde réel, on va avoir des effets. Mais on va les contraindre à des zones qu'on sait beaucoup mieux manipuler et au moins on sait qu'une grosse partie de notre programme, lui, va être validé. Et on sait qu'on n'aura pas de soucis dedans. En tout cas, qu'il sera plus testable, etc. Parce que des soucis, on en a toujours. Hein, la programmation fonctionnelle n'empêche pas les gens de coder un truc qui ne va pas. Mais ça, c'est pas volontaire. Hein. Je veux dire, j'ai jamais introduit un bug par plaisir d'introduire un bug. J'ai introduit un bug parce que j'ai pas pensé à quelque chose ou j'ai mal codé quelque chose. Voilà. Ou parce qu'on m'a donné une mauvaise instruction. Et globalement, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus que ça. Hein.
Parce que si on regarde ici, hop, ici nous sommes OK, nous avons notre database. Attendez, juste regarder pourquoi ça plante ici. Ici, hop, on va juste dire qu'ici c'est suspendable aussi. Parce qu'effectivement, je ne l'avais pas défini. Donc on voit qu'en plus, on a ce suspend fun. Parce que sinon, ça ne compilait pas. Donc du coup, à chaque fois, en plus, on a ce côté très vampirisant qui dit que quand on appelle quelque chose de suspendable, on est obligé de le rendre suspendable aussi. Et qu'est-ce qu'on va faire dans le monde devant? Hop, on va aller voir le web. Event controller. Bah, create event, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler notre event service. On va faire un create. Alors là, on est vraiment sur un contrôleur Spring REST, tout ce qu'il y a de plus bateau. On va lui passer notre new event. Et en fait, on va faire un fold. Parce que du coup, là, on a Ether. Ether, on ne peut pas le renvoyer directement comme ça. Donc, on va se permettre de faire un fold qui va nous permettre, en fait, comme ça dit, d'aplatir la structure, c'est-à-dire de gérer tous les cas possibles dedans. En disant, si c'est une erreur, eh ben, on va faire une response body, response entity, sauf qu'on va lui mettre of status. Attendez, je pense que j'ai un truc pour ça. Non. J'avais un truc pour ça à une époque. On va lui faire un statut, on va dire HTTP status internal server error. Alors c'est là où en plus il faudrait qu'on fasse selon le type d'erreur qu'on a dedans, qu'on renvoie un truc différent. Mais nous, notre idée c'est de dire il y a une erreur, voilà, c'est juste pour montrer que ça marche. Error. Et dans le cas où c'est un nouvel événement, donc là on a un event, on va faire un response entity. OK, de event. Hop, qu'est-ce que j'ai oublié ici? Ah oui, et du coup, vu qu'ici, je suis dans le monde REST, je suis dans le monde en entrée de mon système, bah là, j'accepte de faire des effets de bord. Donc là, ici, je vais aller y faire notre fameux truc qui dit, bah en fait, je vais vérifier par rapport à la date de maintenant. C'est-à-dire que ici, vous voyez qu'en gros, on appelle notre monde pur, on rentre dans un monde pur, on lui envoie toutes les infos dont il a besoin, et en fait, en sortie, on a quelque chose qui va s'exécuter plus tard, et on va vraiment l'aplatir pour sortir de notre monde pur pour faire nos effets à ce moment-là. Et ça, si on le run, donc là, c'est le moment de vérité. Non, c'est pas les tests par contre que je veux runner, c'est l'application. Application. Has been completed more recent the runtime. Oula! On sent que j'avais préparé mon système. Hein. Excusez-moi, j'ai une rude journée aujourd'hui au bureau et j'ai pas eu le temps de vraiment repréparer correctement le système. Et langage level 17, on s'en fout. Bon, à la limite, moi je veux bien les faire sur une 16. Il n'y a pas de problème hein, s'il faut vraiment aller l'envoyer sur une 16. Parce que là, j'ai un problème de JDK. Mais non, mais c'est. Oh, mais pourquoi il m'emmerde? Attendez. Hop, je vais sortir du mode présentation parce que de toute façon, je vais plus faire de code. Je vais juste regarder pourquoi. Malloterie, build run, modify option, nanana. Mais ça, je m'en fiche. Bah pourtant, j'ai un... Bon, au pire, je le fais dans un Java 16, hein, c'est pas le problème, hein, mais... Ok, attendez. Ouais, mais c'est exactement le genre de problème nul, mais j'avoue qu'en plus, j'ai fait des trucs... Ah, mais... Ça va, oui, il y a un moment, tu vas arrêter de m'embêter, toi, on s'en fiche de ta vie. Ah, mais parce que... Pourquoi je suis en JDK 11? Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Attendez. Voilà, hop. J'espère que personne n'aura regardé derrière. Ok, c'est parce que c'était mon JDK de mon système qui était en 11 qui reprenait la main. C'est pour ça, je pense. Bah non, pourquoi?
Mais quelqu'un peut-il me dire le pourquoi il m'embête, lui? Logger Factory is not Logger context of Logback. Ah ouais, mais c'est vraiment Log4j. Ah oui, parce que... Ah oui, mais j'ai pas enlevé Log4j. Ah oui. Effectivement, peut-être que... peut-être que... On va peut-être pas faire ça. J'aimerais bien que ça se lance. Ah voilà. Elle se lance au moins. Hop. Comme ça va me permettre d'arriver là et de faire un truc comme ça en disant bonjour. 8080 / Swagger UI. Il n'y a plus de Swagger UI? T'es plus là? Pourquoi il n'y a plus de Swagger UI maintenant? Bah, attendez, c'est quand même dommage qu'il n'y ait plus... Voilà, je ne sais pas pourquoi elle n'était pas là, mais elle n'était pas là. Donc du coup, on peut faire notre post sur Event en disant bonjour, je vais essayer. Et du coup, on va pas envoyer de location, hein, mais par contre, on va l'envoyer dans le passé, dirons-nous. On va l'envoyer hier. Et donc, nous avons bien une 400 bad request qui nous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien passé parce que nous envoyons quelque chose de faux. Donc, nous avons bien notre code 500 qui nous dit bonjour, quelque chose s'est mal passé. Si c'est bien ça soit qui est OK, qui est là, voilà. Donc, avec notre erreur qui s'est mal passé. Et du coup, on peut rajouter un test. On peut le faire dans le 20. Et on a bien notre élément en test qui a été inséré en base de données avec une location nulle et la start date qui est au 20. Donc, c'était juste pour montrer un exemple. Alors, l'exemple, il peut aller beaucoup plus loin parce que j'ai vraiment prévu, il y a vraiment énormément de code en fait, dans la code base que j'ai fait où j'ai vraiment toute l'application qui est faite comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, en gros, déjà, c'est tout à fait compatible avec des approches qu'on a modernes. C'est absolument pas nécessaire de faire un truc totalement full FP. On peut totalement faire un cœur FP dans une application qui est objet et dans une application même qui fait du Spring avec du JPA. Là, c'est exactement ce que j'ai fait. On a un peu d'ACL à faire, c'est vrai, mais les ACL pour moi, c'est pas forcément néfaste vu qu'on les fait même dans des mondes Java naturels quand on veut éviter des corruptions, quand on fait du DDD par exemple. Donc, je trouve pas ça extrêmement difficile. Et par contre, une chose est sûre, c'est que c'est quelque chose qui vient pas naturellement. C'est sûr que ce que je vous ai montré comme manière de faire, c'est pas quelque chose qui vient naturellement. Ça vient au bout d'un certain temps à devenir naturel, cette manière de modéliser les choses, de ne pas faire d'effets, mais de modéliser des effets sous forme de valeur. Mais ça prend du temps, ça ne s'acquiert pas directement, parce que c'est comme tout, c'est un paradigme de programmation, donc ça veut dire que c'est une manière de penser, c'est une manière de réfléchir, et c'est comme l'objet, vous n'avez pas appris à le faire en 3 jours, ben, c'est pareil, le fonctionnel, vous n'apprendrez pas en 3 jours. Par contre, c'est intéressant, moi ce que je conseille, c'est vous avez le droit d'arrêter, vous avez le droit de considérer que c'est trop difficile, vous avez le droit de dire que vous n'arrivez pas à changer les mentalités, que ça ne change pas. Moi, par contre, ce que je vous conseille, c'est vous avez le droit d'arrêter, vous avez le droit de vous reposer, mais je vous conseille de jamais arrêter, ne serait-ce que pour votre culture personnelle, parce que depuis que j'ai appris à utiliser plusieurs paradigmes, en fait, je me rends compte que ça a vachement élargi mon champ de compétences et ma vision des langages, des langages et de l'informatique, de savoir en fait travailler dans plusieurs paradigmes en simultané. Ça vous prendra beaucoup de temps, c'est sûr et certain. L'apprentissage, je crois que toutes les personnes qui... Alors sur Montpellier, on en a pas mal qui sont quand même assez balèzes maintenant en FP. Tout le monde vous dira, ça vient pas en 3 semaines, ça vient des années, ça vient avec de la pratique, ça vient avec de l'apprentissage. Ça vient avec de la douleur aussi, hein, parce que c'est comme tout, hein, apprendre quelque chose, on se prend des murs au début, on cherche le pourquoi ça marche pas, pourquoi on n'arrive pas à composer telle chose avec telle chose. Et ça prend du temps, mais là c'est vraiment le trust me I'm an engineer, mais voilà... Moi, je vous encourage à le faire parce que moi, ça m'a apporté énormément de choses. Ça induit énormément de changements dans votre code base, etc. Donc, ayez pas peur de ce changement. Ça vous changera la manière dont vous pensez et c'est cool en vrai. Et surtout, le dernier truc, c'est que si jamais vous voulez vous y mettre parce que vous trouvez que c'est cool, vous trouvez que ça apporte pas mal d'intérêt, soyez toujours très progressif. Moi, j'ai eu le malheur dans les premières fois où j'ai commencé à faire du FP en Kotlin, à être un peu bourrin dans mes premières approches, à vraiment faire des paires de gros débiles où je changeais 50% de la code base d'un coup, elles ne sont jamais passées. Soyez très progressif parce qu'oubliez jamais que vous travaillez en équipe et que si tout le monde est chaud pour partir là-dedans, il n'y a pas de souci. Si vous êtes le seul dans votre équipe, prenez le temps, faites-le petit à petit, commencez par convaincre les gens avec qui vous êtes et commencez par convaincre en changeant un module, en faisant un petit bout de l'application totalement pur. Vous avez vu, ça s'intègre très bien, vous pouvez très bien prendre
un petit scope de votre appli, en faire un truc pur qui renvoie des effets, et à la fin, vous sortez, vous appliquez les effets, c'est pas grave, mais au début, vous rentrez dedans. Et vous verrez qu'avec le temps, bah, souvent, ce petit module, c'est celui qui finira par le moins cracher de l'application. Parce que c'est ce que les gens qui font de la programmation fonctionnelle remontent souvent, c'est les programmes crachent quand même vachement moins. Parce que vu qu'il n'y a pas d'effet, etc., bah forcément, c'est vachement plus difficile de faire cracher un système, vu que déjà, on est obligé de définir tous les effets de bord, on est obligé de les modéliser, on est obligé de les traiter, et en plus, on les exécute même pas. Donc forcément, à partir de là, le nombre de cas d'erreur réduit quand même fortement. Si ça vous intéresse de creuser un peu plus loin, parce que là c'est vraiment qu'une introduction, je vous encourage de lire soit le Functional Programming Kotlin, soit le Functional Programming Scala. En fait, ce qu'il faut, moi je considère que le Functional Programming Scala, c'est le meilleur bouquin d'introduction de FP que j'ai jamais lu. C'est vraiment celui qui est le plus intéressant, et même si vous ne connaissez pas Scala, on s'en fout, c'est vraiment le plus intéressant. Et en fait, le Functional Programming Kotlin n'est ni plus ni moins en fait qu'une transcription de celui de Scala en Kotlin. Vraiment, littéralement, ils ont pris, il y a même un des auteurs en commun. Ils ont vraiment pris littéralement les mêmes exemples. Il y a les deux auteurs en commun, effectivement. Je n'avais pas vu qu'il y avait les deux, je n'avais même pas fait attention. Mais du coup, voilà. C'est vraiment littéralement une transcription d'un langage dans l'autre, et ils ont juste adapté au Kotlin. Bien évidemment, tout ce que j'ai présenté est disponible sur GitHub pour que vous puissiez aller regarder, aller cloner et tout casser mon repo si vous avez envie. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas plus à dire. Je vous remercie beaucoup. Je pense avoir été un peu plus long que les 40 minutes, mais pas non plus 1h30. Et 1h pile, voilà. Et du coup, on va pouvoir boire l'apéro, on va pouvoir discuter. Et puis, si vous avez des questions, c'est le moment. Merci à tous. Et salut YouTube, hein, bien évidemment. Ah oui, il y a des trucs à faire gagner aussi. Mais ça, c'est pour les gens qui sont présents. Si on a des questions. Une question. La partie Ether, c'est spécifique quand même exception. Tu peux mettre ce que tu veux. En fait, il y a sémantiquement parlant, le seul truc où tu vas vraiment gérer quelque chose qui revient, qui est OK, et quelque chose qui est faux, c'est result. Et en fait, result, c'est pas un Ether parce que déjà les types sont inversés. Et autrement, Ether, c'est ni plus ni moins. On s'en sert très souvent dans 99% du temps pour la gestion d'erreurs. Mais littéralement, c'est vraiment un type qui dit c'est soit A, soit B. Tu peux vraiment. Il y a même un type qu'on appelle. Des trucs qui s'appellent alternate, en fait, où on a des trucs qui nous permettent de modéliser en fait des branches d'exécution dans un Ether, en fait. Hein. Tu as tout à fait le droit de dire if else. En fait, if else, tu fais le cas A dans le gauche et le cas droit dans B. Et puis après, bah, tu peux faire ce que tu veux avec ça si tu veux. C'est toi qui sais. On va pas se mentir, 80%, 90% du temps, c'est pour la gestion d'erreurs. Parce que c'est le cas le plus courant et c'est celui qu'on a besoin de manipuler le plus souvent, de modéliser le plus souvent en fait. Au niveau de ton programme, quand tu fais l'appel à JPA, et que en fait, que ça allait tard dans le temps, et au niveau du code, et au milieu de tes... Ouais, il est vraiment au milieu de l'exécution derrière. Ouais. Est-ce que c'est... Est-ce que par exemple des puristes ça, non, en fait tu es obligé parce que en fait tu essayes de ne pas le faire, mais la réalité c'est que il y a beaucoup de cas business où tu es obligé d'aller faire un effet et de récupérer une information à travers un effet pour pouvoir faire la suite de ton traitement. Donc tu es obligé de le modéliser. Et ben pour ça, tu le rends suspendable pour dire, parce que tu ne veux pas exécuter. Le principe, c'est de ne pas exécuter, de ne pas avoir d'effet de bord. Donc tu le modélises et tu vas juste utiliser des flat maps pour en fait continuer à modéliser sous forme de fonction suspendable un truc en disant, en fait, si jamais là c'est OK, je vais appliquer des choses dessus et tout recomposer comme ça et à la fin seulement exécuter. C'est absolument toléré parce que de toute manière, il n'y a aucun autre moyen de faire ça. Et en fait, c'est même initialement, je vais peut-être dire une connerie, là je pense que si jamais il y a quelqu'un, notamment quelqu'un auquel je pense, qui m'écoute, il va sûrement m'envoyer un message dans pas longtemps me disant que j'ai dit une grosse connerie, mais il me semble même que le papier des monades, le papier qui a théorisé les monades de Wadler, c'était notamment pour modéliser les gestions d'effets en Haskell, en fait, avec IO, tout simplement. Alors peut-être que je me trompe sûrement, mais c'était vraiment pour ça, typiquement parce que tu as un effet, tu veux pouvoir travailler dessus, mais tu veux quand même que ça reste pur et tu veux pouvoir gérer les erreurs. Donc, il faut bien trouver une manière de le modéliser et c'est là qu'est venue toute cette notion de flat mapper les choses en fait ensemble. Donc, c'est totalement acceptable. Bien sûr, totalement acceptable du moment que tu le mets dans une structure qui te donne les opérateurs pour le faire de manière pure et de manière élégante.
J'aime bien ce terme-là. Naïvement, je pensais que j'avais regardé, je me disais, au début, hein, et, Dans la vie pratique, tu as des problèmes, et c'est une des problématiques, et justement, on a fait des structures pour modéliser ça, et c'est aussi pour ça, par contre, que tu fais pas ta structure à toi la plupart du temps, tu utilises des structures qui existent déjà, c'est pour ça qu'il y a I.O., tu spandes en fait les continuations derrière, qu'il y a derrière sont aussi des objets qui sont pré-théorisés, etc., qui nous permettent en fait, de garantir des règles qui sont OK dans la programmation fonctionnelle, et de pourtant modéliser un effet. Mais là, il faut rentrer vraiment dans les papiers, dans les trucs un peu plus théoriques, mais globalement, le truc est admis par beaucoup de gens, c'est OK, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, la preuve, tu regardes Haskell, un programme Haskell, c'est littéralement le main renvoie IO de unit. Tu ne peux renvoyer rien d'autre que IO de unit. Donc tu devras forcément modéliser une IO. Donc après, que ton IO t'en fasse plein à l'intérieur et que tu la fasses au milieu de ton programme, on s'en fout, parce que finalement, tant qu'elles se composent entre elles, ils OK. Développe une. Pourquoi ne pas être c'est l'exemple de la Java par exemple. Ouais, tu peux pas vraiment les valider. En fait, il y a là, c'est là où il y a la différence entre un langage qui est vraiment pensé comme étant un langage pur. Alors, par exemple, Haskell, tout ce qui va faire un effet, même la voix dans la console, est modélisé dans une I.O. Donc forcément, vu que tu as ce truc vampirisant, bah non. En Kotlin, tu es obligé de faire attention en fait par toi-même. Après, il y a peut-être des analyseurs statiques, mais non, le compilateur ne le fait pas, parce que c'est pas dans les primitives du langage, c'est pas quelque chose qui est obligatoire en fait. Voilà, faire system.now, c'est pas considéré comme quelque chose d'impur dans le langage dans Kotlin, du coup forcément lui ça le choque pas. Moi quand je lis le code, je me dis oh là il y a un effet, là je le vois, mais c'est parce que moi je le sais. Après pour ça aussi faire des langages qui ont une modélisation d'effets de bord beaucoup plus avancée aide beaucoup aussi à se rendre compte de où sont les effets. Souvent celui sur lequel il y a le plus de débat régulièrement, c'est printline, parce qu'en fait envoyer en console, c'est un effet, mais quelque part, c'est un effet qu'on sait qu'il fait. Je l'ai jamais vu failer de ma vie. Très peu de personnes l'ont fait et on s'en sert beaucoup pour débugger. Donc c'est vrai que celui-là, on va dire, c'est le toléré quoi, globalement. C'est en disant, ouais, on va écrire dans la console, ça va. On va pas le modéliser dans une I.O., on va pas le mettre dans une fonction suspendable, ça va, c'est écrire dans la console quoi. Mais après, oui, typiquement, bah, ça m'arrive des fois de me rater, de faire system.now parce que ouais, je fais system.now. Mais par contre, quand je vais faire mon test unitaire derrière, je vais m'en rendre compte parce que dans mon test unitaire, bah, bizarrement, je me dis ah ouais, mais attends. Comment je fais pour tester le temps? Et puis là, du coup, là, je le remets en. Je le remets. En fait, le fait de faire des tests aussi, c'est très facile parce que une fonction pure donnera toujours le même résultat pour les mêmes entrées. Donc, si tu as quelque chose où dès que tu essaies de tester, tu es obligé de moquer quelque chose ou tu es obligé de vérifier à quel moment, dans quel contexte tu t'exécutes, c'est que tu as un problème de pureté. Le problème, c'est que tu as beaucoup de paramètres, non? Ouais. Alors après, c'est là où il ne faut pas avoir peur de mettre des types en disant bah voilà, en fait, ma fonction elle a besoin de tant de contextes, donc voilà, bah, je lui donne plein de contextes. Ouais, après, tu peux rajouter des conteneurs. Ouais, mais après, alors après, là, tu peux rentrer dans des trucs. Après, là, tu vas rentrer dans des trucs. Tu vas commencer à mettre des readers, puis tu vas commencer à mettre des contextes, puis tu vas aller voir sur les trucs. Enfin, plein de trucs ultra évolués qui sont ultra cool aussi d'ailleurs. Hein. Ou des trucs ou la ZIO qui te permettent de définir des contextes dans lesquels tu vas faire avec du typage, il va injecter automatiquement selon des layers, enfin bref, là on commence à rentrer après dans les trucs de fou. Mais oui, effectivement, en termes de contexte, ça peut très vite grimper. Mais c'est aussi une bonne métrique parce qu'en fait, au lieu d'avoir un contexte implicite, où en fait dans ton code tu vas utiliser 40 trucs en fait parce qu'elles sont disponibles dans ta classe ou par effet, ben en fait là tu as un contexte, tu dis ah c'est quand même bizarre, il y a quand même 20 trucs dans le contexte, hein. J'ai quand même besoin de 20 trucs pour l'exécuter cette fonction ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir 20 trucs pour l'exécuter cette fonction? Ça me paraît beaucoup quand même. Il y a une question en ligne, c'est quel est l'intérêt d'utiliser Kotlin et pas Java par exemple? Dans quel use case? Quel intérêt d'utiliser Kotlin plutôt que Java? Parce que ça devient de moins en moins parce que Java 17. Qu'est-ce qu'apporte encore Kotlin par rapport à Java 17 avec l'enable prévu sur les matchs? Les coroutines. Les coroutines et Arrow, typiquement pour faire de la programmation fonctionnelle. Arrow actuellement est plus efficace parce qu'en Java, il y a Waver, mais Waver, ils n'utilisent pas Java 17. Il n'y a pas les style classes. Et du coup, c'est beaucoup moins élégant que du Arrow pour faire de la programmation fonctionnelle. Et les extensions. Les extensions, c'est quand même ultra cool. Donc les extensions, les coroutines et typiquement Arrow, pour moi, c'est un bon exemple parce qu'en fait, Arrow se base utilise les forces de Kotlin qui sont arrivées dans Java 17, mais Java 17 est tellement jeune en Java que du coup, on n'a pas encore de librairie qui l'utilise forcément.
Mais en vrai, j'avoue que j'ai fait du Java 17 avec le Enable Preview. Et avec les ADT, je trouve toujours que c'est verbeux à écrire, je trouve ça toujours un peu chiant à écrire. Mais je trouve qu'on peut vraiment se rapprocher de ce genre de choses en Java 17 avec l'enable du pattern matching. Moi, je me retrouve à recoder à peu près convenable, enfin, ce que je considère comme convenablement en Java 17. Ce qui me change pas mal en fait. Parce que j'avais une tendance depuis quelques années à considérer que Java, quand j'y allais, c'était vraiment à reculons parce que je ne prenais plus de plaisir à en écrire. Non, non, parce que j'étais toujours obligé d'en faire. Hein. C'est juste qu'il y a des langages, certains moments, genre Java, avant Java 17 et surtout depuis les styles d'interface, c'est vraiment un langage en fait où je ne prenais plus de plaisir à l'écrire tout simplement. Je sais toujours écrire, je fais aussi du Go, hein, mais c'est juste que je ne prends pas de plaisir. Quoi. Je le fais parce qu'il faut le faire, mais je me sens frustré à chaque fois que j'en fais parce que je veux modéliser des choses, je veux exprimer des concepts, je veux exprimer des choses et le langage ne me donne pas les outils pour le faire. Mais maintenant, avec les styles d'interface, là maintenant, je peux de nouveau en Java. Toujours un peu verbeux, mais bon, ça la verbosité, qu'est-ce que la verbosité? C'est pas très grave. Hein. Après tout, il y a des trucs où on met 30 annotations pour faire un truc, donc voilà. Quelques caractères en plus ne me gênent pas. Ok. Il y a le run catching qui rassemble un peu au Weiser, mais en fait, c'est pas. La différence, je crois que avec le catching, ça exécute quand même le code déjà, enfin, ça ne le délègue pas à la dernière seconde. Je sais plus exactement run catching ce qu'il fait, mais oui, je crois qu'en fait, le run il exécute en fait directement et après il catch ce qui s'est passé à l'intérieur. Il retourne un résultat avec ton objet. C'est ça. Mais du coup, c'est un peu la différence profonde pareil en ce cas-là entre Future et IO. En fait, c'est que Future, tu la lances, elle commence à s'exécuter et tu auras le résultat de manière asynchrone. Future, c'est pas un truc qui est asynchrone, c'est une modélisation d'un effet que tu lanceras plus tard. C'est pas pareil. Il y en a un qui se lance et dont tu vas catcher l'erreur et l'autre qui est juste la modélisation de quelque chose qui se lancera. Peut-être aussi une API, tout ça. Et ton fold, à chaque fois tu verrais ton exception. Ouais, c'est ça. À la fin, en fait, c'est le truc, c'est que dans ce monde-là, tu finis par rentrer. Est-ce que c'est pas un peu pénible? Parce que là, tu as une appli avec 300 API, à chaque fois tu dois faire le même bout de code à chaque fois, parce que tu gères tes exceptions plus ou moins pareilles. Hein. Bah, tu fais une fonction. Tu fais une fonction qui prend un either de A générique et d'erreur générique et qui dit, bah, en fait, erreur, j'envoie tout le temps 500 et dans A, bah, je fais un résultat OK de la valeur. En vrai, ça marche aussi. C'est juste que tu as toujours la capacité à certains endroits de pouvoir avoir la granularité que tu cherches en faisant ton fold, en disant qu'est-ce que je fais dans ce cas d'erreur, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais qui va bien. Oui, c'est un peu un exception handler, sauf qu'en fait, l'exception handler, il a ce problème. Et en fait, c'est vraiment la notion même de. En fait, l'exception handler, l'exception qu'a toute la stack trace, c'est en fait Spring garantit que lui, il va catcher les trucs derrière. Sauf que la différence, c'est que l'exception handler, vu que c'est exception qui va catcher, bah, il va catcher tout ce qui traîne, alors que là, vu qu'on a le type dans l'erreur, j'en ai le type dans les. Avec des classes, bah, on est capable d'avoir tous les cas possibles, mais c'est pas tous les cas de la planète, c'est les cas qui peuvent arriver dans ce cas-là. Donc on a moyen d'être un peu plus précis. C'est ça, parce que là j'ai mis des exceptions, mais en fait j'ai même pas mis une exception. Dans mon cas, j'ai mis un cas d'erreur, parce que finalement ici dans mon domaine, hop, dans le event service, en fait c'est pas des exceptions, c'est des event errors, et les event errors c'est moi qui les définis là. Et en fait quand je sors dans mon appel à create, tous les cas d'erreur ils sont là. Il peut pas y en avoir d'autres, c'est pas une exception bizarre, c'est pas un illégal argument exception, il n'y a pas un. Le seul truc que je peux avoir qui ressemble à ça, il a déjà été englobé où je dis ouais en fait je te le flag, c'est parce que là c'est un truc que j'ai catché dans l'appel à la base de données. Voilà, c'est un problème de data source, voici l'erreur, mais derrière c'est quand même, moi je l'ai flagué en disant il y a une data source error. C'est des exceptions, je sais pas. Ah ça casse tout. Vraiment ça casse tout. Ah, vraiment ça casse tout. Hein. Vraiment le but c'est de se blinder. Mais après, le langage, il n'est pas prévu pour ça à la base. Du coup, c'est. Ah, tu peux faire un either catch. À chaque fois, en fait, ça c'est le truc qu'on dit, c'est à chaque fois que tu vas appeler quelque chose qui est dans le monde qui n'est pas pur, tu mets un either catch autour. Voilà, tu dis un either catch, comme ça, tu es sûr que ce sera catché. Ça te renverra un either avec un throwable. Après, tu en fais ce que tu veux, mais au moins tu l'as catché et ça va pas casser toute sa stack d'exécution. C'est le fameux monde pur-impur, en fait, où chaque fois, dès que tu sors du monde pur et que tu vas dans un monde impur, tu catches ça en disant bon, ce truc-là, je vais le re-englober dans un truc à moi quand même.
Après, ce n'est qu'une introduction, bien évidemment, j'ai fait beaucoup de raccourcis. En fait, dans la pratique, il y a beaucoup de choses à mettre ensemble. Mais voilà, c'est pour montrer que c'est possible, ça marche. Il y a des avantages aussi derrière, pour la testabilité, etc., pour la prédictabilité, hein, comme on l'a vu à peu près. Et derrière, bah, c'est quand même cool à utiliser, hein. Moi, ça prend du temps, mais une fois qu'on le maîtrise, franchement, c'est ultra agréable. Enfin, moi, je sais que maintenant, si j'ai le choix, je partirai toujours sur ce mode de programmation-là. Alors que pourtant, même là, j'ai fait l'effort d'aller vers du Spring, etc. Sachez que typiquement, il y a des trucs genre HTTP4K qui permettent de faire des web serveurs en mode fonctionnel en Kotlin. Il y a des librairies, il y a des gens qui ont fait un peu à la mode Scala, moins fort qu'en Scala, mais un petit peu quand même. Un écosystème un peu fonctionnel dans Kotlin. Ouais, je pense qu'on va pouvoir faire, à moins qu'il y ait d'autres questions, on va pouvoir faire gagner nos licences IntelliJ et une bouteille de vin parce que. Pas une question, mais une remarque. Non. Si. Non, mais c'est. Je vois ça sur. Par exemple, un manager qui a. Fait, dans un environnement où il ça plus passe. Le projet va être passé en TMA. Donc forcément, il ne va pas être. On va galérer pour trouver des gens compétents dans le code. Et qu'en TMA, ça va partir, je ne sais pas où, avoir des du coup, il va dire pas que mon projet. Ça comme un frein. Il y en a beaucoup qui donnent ce truc-là. Après, moi, je trouve que c'est un vrai argument et c'est un faux argument simultané parce que, en fait, ça dépend jusqu'où on met la barre. Là, le code que j'ai montré, juste modélisé comme ça, c'est pas extrêmement difficile. Le fait de mettre des hasers, de mettre des options, etc., et de mettre des suspends, c'est pas très très loin d'un Kotlin idiomatique. Il y a quelques petits trucs à gauche à droite, mais ça s'apprend assez vite. Après, effectivement, il y a une barre qu'il ne faut pas passer parce que typiquement, au tout début, c'est ce que je faisais. J'arrivais avec des barres où là, par contre, je faisais des abstractions, d'abstractions, je faisais des compositions d'abstractions et du coup, là, ça rendrait le code extrêmement difficile à lire pour quelqu'un qui n'était pas dedans. Ou c'est même le fameux truc de dire, c'est le fameuse pyramide de la pyramide de Haskell, le fameux truc, en gros, je ne sais pas si vous la connaissez, cette image, en fait, il y a une pyramide. Et en gros, il y a une barre, il y a en gros ce qui est discuté dans les réseaux sociaux et qui est tout en haut. Et en fait, en bas, vous avez une autre zone qui est en vert. Et en fait, au milieu de la zone verte, il y a la barre à laquelle on devient productif en Haskell. Et en fait, cette barre-là, elle est extrêmement loin. On a l'impression, parce que le fonctionnel fait souvent peur aux gens, parce que ce qui est discuté par les gens qui adorent ça, c'est des choses très complexes, parce que c'est des choses qui passionnent, mais de la même manière que vous essayez d'apprendre l'objet à quelqu'un, vous regardez ce qui se passe dans les programmations objet, dans les discussions de programmation objet. C'est des trucs où on va parler de composition de pattern, on va parler de est-ce que la composition versus l'héritage, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, etc. C'est des choses qui ont quand même sont pointues, qui sont difficiles. La réalité, c'est que si on ne va pas trop loin, on peut tout à fait apprendre le b.a.-ba pour devenir productif dans les deux paradigmes extrêmement vite. C'est pas très très dur en fait. Rajouter des options, rajouter des hasers, prendre une notion de purité, ça s'apprend en une soirée, en une semaine. Globalement, on est capable de sur une codebase, surtout si on a une codebase qui est déjà faite comme ça, globalement, c'est mimiquer des patterns qu'on voit, quoi. Et après, l'expérience fait qu'on comprend et qu'on en rentre dedans. C'est sûr que si je commence à vous mettre des clés SLI, à faire des compositions de clés SLI, oui, là, je suis d'accord, ça va trop loin. Là, faut vraiment faire attention à son recrutement et ça va être dur de recruter. Après, je trouve que avec ce genre de choses-là, oui, c'est un problème pour recruter et en même temps, je trouve que c'est un faux problème parce qu'en fait, c'est pas si dur que ça de former à ce genre de pratique. En tout cas, je trouve ça moins compliqué que de devoir expliquer à quelqu'un ce que c'est que de la programmation réactive et pourquoi est-ce que quand tu ne mets pas la notation X ou Y dans Spring machin truc bidule, il n'y a pas ce truc-là qui s'exécute à tel moment, quoi. Là, au moins, c'est très explicite dans le code, quoi. C'est vraiment dedans, quoi. C'est à la compilation en plus. Donc, c'est un débat. C'est vraiment, le débat est ouvert là-dessus. On peut tout à fait en discuter. Une question en ligne. Question en ligne. Peut-on construire une application web full Kotlin vu qu'il s'exécute sur une machine virtuelle Java et un moteur JS? Est-ce qu'on peut construire des applications Java, Kotlin en mode fonctionnel qui s'exécutent à la fois dans Java et à la fois en JS, en multiplateforme? Oui, tout à fait. Arrow est compatible multiplateforme. Et on peut tout à fait faire ça dans les applications multiplateformes. Ah oui, en Kotlin, oui, le Kotlin est multiplateforme maintenant. Moi, je déconseille de faire du Kotlin JS, personnellement, je trouve que c'est une aberration. Après, oui, c'est possible, mais parce que Kotlin est multiplateforme. Mais après, moi, j'aime pas du tout Kotlin JS. En fait, je trouve que
je trouve pas l'intérêt à Kotlin.js. Vraiment, littéralement, je trouve que entre faire du Kotlin.js et faire du JS, ben, je préfère apprendre JS parce qu'au moins c'est natif et je vois pas de grand apport de Kotlin par rapport à JavaScript. Le typage, mais bon, TypeScript à côté, quoi. Donc, Tu fais des fonctions de la derrière. oui, mais tu peux faire des trucs fonctionnels en TypeScript aussi. Il y a une lib de fonctionnel, il y a FPTS typiquement qui rajoute des options, qui rajoute des trucs comme ça en TypeScript aussi. Après, c'est un goût personnel, hein. Je ne critique pas, je ne dis pas que c'est nul. Je dis que moi, j'aime pas et que je trouve que c'est pas utile. Ça ne veut pas dire que je ne suis qu'un développeur lambda, je suis même un développeur tout ce qu'il y a de plus moyen. Donc, mon avis vaut ce qu'il vaut. C'est le mien et je ne suis pas là pour prêcher et dire que Kotlin.js c'est nul. Je le trouve que c'est pas utile de mon point de vue. Mais c'est tout à fait faisable. Quand tu développes une méthode, une fonction, Ah oui, tout le temps. Ah, tout le temps, il y a toujours moyen de faire mieux. Mais le gros avantage aussi, c'est vu qu'elle est pure, bah, du coup, si tu as validé tes entrées et tes sorties, bah, en fait, tu fais un test, tu valides tes entrées par rapport à tes sorties. Et en fait, tant que tes entrées et tes sorties sont valides, c'est aussi pour ça qu'on parle de fearless refactoring en programmation objet, en programmation fonctionnelle. C'est parce qu'une fois que tu as des fonctions pures, que tu as tes entrées et tes sorties, bah en fait, tu peux refactorer autant que tu veux parce que tant que tu as tes entrées et tes sorties, même sur des fonctions composées entre elles, tant que tu as entrée-sortie, que tu n'as pas d'effet, bah, tant que tes tests ils continuent à être verts, ton refactoring il est OK. Donc ouais, en plus, justement, c'est super bien, c'est un super endroit de jeu pour pouvoir améliorer parce que justement, t'as pas cette problématique de « oui, mais là, dans ce fameux truc, si je change quelque chose… » Non, ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à venir. Si vous êtes sur Montpellier, bien évidemment, ne faites pas 5 heures de route pour venir me voir, c'est très idiot. Sauf si c'est un très bon speaker. Et sinon, je vous remercie à tous d'avoir été là et puis on va aller se faire un petit apéro. À plus!